Ok, ben merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Effectivement, on est très convaincus que le hors-site est un moyen, à terme plus ou moins long, mais de mettre en œuvre des matériaux biosourcés, de les rendre plus abordables. Et donc, c'est un peu l'objet de ces échanges. Et en préambule, on voulait montrer des industriels qui pratiquent et qui sont déjà en train de fabriquer des choses. Donc, je voulais appeler Arthur Cordelier, qui représente Wallup Préfa, qui travaille avec du béton de chambre. Donc, il va nous expliquer son procédé et comment il fabrique ça. Bienvenue Arthur, je te laisserai te présenter. Sylvain Forel, président de Selvéa, qui fait de la construction bois modulaire, 2D, 3D. Il va nous expliquer voilà, tous les projets sur lesquels il intervient. Et Maël Steck, président de Bâti Nature, voilà, qui va nous rejoindre, qui travaille sur la construction paille industrialisée, hors site en tout cas. Voilà. Je vous laisse la parole pour vous présenter. On a dit qu'on faisait dans l'ordre alphabétique hein, pour ne pas donner de priorité. Donc je laisse Arthur présenter et nous présenter le produit, ce que vous faites au sein de Wallup. Voilà, merci. Merci, donc enchanté, je m'appelle Arthur Cordelier, donc moi je suis charpentier de formation et directeur général de Wallup Préfa depuis sa création. Je crois qu'il y a des slides qui vont avec. Parfait. Je vais les faire passer. Hop. Donc en très très bref, parce qu'on a très peu de temps, oui c'est parfait. Donc Wallup Préfa, c'est l'utilisation de la plante chanvre au service de la construction bois. L'idée, je ne vais pas balayer l'ensemble des indicateurs que vous voyez, mais c'est d'utiliser l'intérieur de la tige du chanvre pour la mélanger avec un liant à base de chaux, donc géosourcé mélangé avec du biosourcé au profit d'un amas qu'on appelle donc du béton de chanvre. Donc, le mot fait un peu peur, mais on peut appeler ça du chaux-chanvre qu'on va mélanger avec une ossature bois. Donc tout ce qu'on sait faire de mieux en ossature bois, entre guillemets, parce qu'on a une expérience folle. On a beaucoup parlé de nos compétences et de nos aïeux, mais la construction bois, c'est une histoire millénaire en France. Donc l'idée de Wallup, c'est de compiler le béton de chanvre et la construction bois en préfabriqué. Donc c'est du modulaire 2D, c'est important de le préciser, parce qu'on va parler de modulaire 3D juste après. L'autre intelligence de Wallup, c'est d'avoir ciblé le gisement, de s'être installé à côté du gisement pour l'utiliser. Donc on est installé en Seine-et-Marne à côté de Planète Chambre. Et donc ce qui limite les conditionnements, ce qui nous permet d'utiliser un produit qui est cultivé, transformé à moins de 50 km de l'usine de deuxième transformation et livrer des chantiers avec la même compétence que n'importe quel charpentier constructeur bois, la pose des menuiseries, les réseaux, etc. Vraiment on booste et on ajoute une corde de plus à l'arc des charpentiers en leur livrant un produit un petit peu différent. Donc vous voyez le panel des associés, nous sommes associés avec des entreprises de charpente, ce qui nous permet évidemment d'avoir leur regard, mais aussi de fédérer un petit peu les charpentiers majors sur ce territoire. Notre zone de chalandise, elle est essentiellement en France, on a fait quelques chantiers à l'étranger. Nous travaillons sur le logement collectif et individuel. L'idée, c'est de sortir un peu de l'individuel pour justement massifier l'utilisation du produit, des ERP, des tertiaires et de la logistique. La science d'un industriel, c'est la prescription. S'il n'y a pas de chantier réalisable, s'il n'y a pas de prescription. Et ça, c'est vraiment la force de Wallup en tant qu'industriel, c'est d'accompagner de l'esquisse, même avant l'esquisse, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de placer le bon matériau au bon endroit pour éviter de se retrouver avec des projets qui financièrement ne fonctionnent pas, ou même techniquement, et de s'en rendre compte à l'appel d'offres. En synthèse, vous avez quelques idées de projets de logement sur lesquels on travaille actuellement, donc des logements qui vont jusqu'à 120 logements, et quelques réalisations en ERP, en tertiaire, en Ile-de-France et ailleurs. Le système de fabrication n'est pas plus compliqué qu'on assemble des murs ossature bois, ils ont quelques spécificités. Et on va avoir donc un malaxeur industriel qu'on a inventé sur mesure qui nous permet de remplir les éléments et d'en faire des finitions type enduit, type pose de bardage, etc. avant de les expédier sur chantier. Parce que le plus gros problème du béton de chanvre, c'est évidemment son séchage in situ qui le limite dans les plannings d'intervention, notamment quand vous faites du logement. Projeter du béton de chanvre et bloquer le chantier pendant 60 jours, c'était pas possible. Wallup a proposé une alternative pour correspondre à cette massification. Je vous remercie. Bonjour, donc Sylvain Fourel, je suis le fondateur de la société Selvéa. Donc nous, on fait du 3D. Alors je vais démystifier un petit peu autour du 2D, 3D dont on a déjà commencé à parler, mais qui est quelque chose d'extrêmement
mystique pour la plupart d'entre vous, probablement. Donc, le 3D, en fait, on va fabriquer en fait des volumes dans un atelier. C'est-à-dire qu'on n'est plus à plat, 2D, 2 dimensions, 3D, 3 dimensions, on fabrique des volumes. Donc, ces volumes, on les fabrique déjà sur ordinateur, d'accord, puisque le propre de la préfabrication et du hors-site, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'il faut aller très loin en fait dans la conception, dans la modélisation sur informatique de nos bâtiments. Donc le premier savoir-faire que l'on a, c'est d'être capable de modéliser des bâtiments. Donc vous avez un exemple là sur la diapo. On va modéliser un bâtiment, on va reprendre les plans d'architecte pour faire ce qu'on appelle les plans d'exécution. On va modéliser nos ossatures, on va modéliser également tous les réseaux. C'est important puisqu'en fait il faut être capable d'anticiper tous les passages de réseau dans le bâtiment dès la partie informatique. Voilà. Et donc derrière, ça permet de construire un bâtiment comme celui que vous voyez, qui est situé à Mitry, qui est un bâtiment pour la SNCF. Ensuite, bien évidemment, on va fabriquer ce bâtiment donc pour de vrai, cette fois. Donc le 3D, en fait, ça consiste dès l'atelier de faire des volumes. Et donc ces volumes, donc ces modules, comme on les appelle couramment, permettent en fait d'aller beaucoup plus loin dans la préfabrication. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on a un volume, on va être capable de faire les doublages, les cloisons, de mettre en place les menuiseries extérieures et les menuiseries intérieures, de prééquiper entièrement le bâtiment ou les morceaux de bâtiment, ces fameux modules, avec tous les réseaux électriques, ventilation, chauffage, plomberie, etc. Et également en fait de mettre en place dès l'atelier une partie en fait des lots de seconde œuvre, c'est-à-dire peinture, revêtement de sol, faux plafond, etc. Tout ça c'est possible en partie dès l'atelier. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus loin en fait dans la préfabrication par rapport à un système 2D qui lui revêt d'autres avantages. Donc en 3D, on va très loin dans la préfabrication en atelier. Ensuite, donc c'est l'étape 2 que vous avez sur la diapositive. On va mettre ces modules sur des camions en convoi exceptionnel la plupart du temps. Et puis derrière, on va lever ces modules pour en former le bâtiment à proprement parler sur chantier, pour après réaliser, c'est la 4e petite diapositive, donc les finitions sur chantier. Donc il y a des finitions qui sont des finitions architecturales, des raccords, des couvre-joints, etc. Et puis on a également tous les raccordements techniques avec tous les lots techniques, chauffage, ventilation, électricité, etc. quoi. Voilà. Donc à Selvéa, nous on est une petite PME d'une 60aine de personnes située près de Montpellier. Vas-y. Ouais. Et on fabrique essentiellement en fait pour des clients professionnels, donc privés et publics, donc du scolaire, des bureaux et également des crèches, des choses comme ça, des vestiaires. Voilà, donc sur la première diapo, juste avant, pardon, une école qui a été construite donc, dans le 16e à Paris pour reloger en fait une école qui devait être déplacée. Donc là, on voit bien en haut à droite les modules qui arrivent en fait avec les menuiseries, le bardage qui sont posés et puis tout l'équipement à l'intérieur qui est déjà installé sur chantier. On peut aller à la suivante. Voilà, ça c'est des crèches qui ont été installées en Île-de-France pour la SNCF. Donc il y en a eu 5 ou 6, très proches des voies. Donc ça permet de voir qu'on est capable de faire également du traitement acoustique de très haut niveau avec la construction hors site et avec le bois associé aux matériaux biosourcés pour l'isolation notamment. Et enfin, dernier projet, un collège qu'on vient de livrer avec Bouygues Bâtiment. Donc une partie en fait du collège, c'est les 2 barrettes qu'on voit en bas à gauche qui sont en fait 2 barrettes de chacune 10 salles de classe qui ont été faites entièrement en bâtiment modulaire bois, donc associé avec un ensemble de bâtiments en béton en partie bas carbone je crois. Voilà, donc on est capable de faire de grandes choses aussi avec ce type de construction. Pour information, Selvéa, nous on existe depuis 17 ans, donc ça fait 17 ans que c'est possible de faire comme ça. Au moins. Moi je suis Malstec, je suis président d'une petite société coopérative ouvrière de production, une SCOP comme on dit, qui est dans la Drôme. On travaille depuis 17 ans aussi sur la construction ossature bois isolée en bottes de paille. Alors ça tombe bien qu'on passe derrière les boiseux, puisque nous on s'appuie essentiellement sur le travail des charpentiers. Ils ont déjà, comme tu l'as déjà dit, un savoir-faire millénaire. Et nous simplement on est un peu des taxidermistes du bâtiment, puisqu'on remplit ces bâtiments avec de la botte de paille, matériau un petit peu particulier.
Avec mes copains du RFCP, on a décidé que c'était pas très intéressant de vous présenter l'activité de Bâti-Nature, mais plutôt de ce qu'est la préfabrication et ce qu'on peut faire en paille dans la préfabrication et dans la construction hors site. Et donc du coup, d'abord, c'est une technique qui est assurable, je voulais quand même le mettre en avant, c'est une technique courante qui est accessible à tous les charpentiers, toutes les personnes qui voudraient, Selvéa par exemple, qui voudraient mettre en œuvre de la botte de paille dans ses murs, il n'y a qu'un pas à faire. Ce sont des formations pour tous les professionnels et tous les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage qui voudraient se pencher sur le sujet. On a des experts paille qui sont là pour accompagner la montée en compétences, accompagner peut-être les différents acteurs, que ce soit assurance, bureau de contrôle. Et puis on a un matériau qui a plus d'un siècle de retour d'expérience sur de la construction ossature bois et isolation botte de paille. Donc voilà, quelque chose d'assurable, de périn, de durable, d'existant, de technique, de disponible. En 2023, la construction paille, c'est plus de 10 000 bâtiments réalisés en France. 1000 constructions nouvelles chaque année. On est les champions du monde de la construction paille. Et c'est en grande partie grâce à la capacité qu'on a à faire du hors-site, justement, et à être à la remorque, entre guillemets, du monde de la construction bois qui fait de la préfabrication et du hors-site depuis longtemps. Nous, simplement, on propose un matériau qui nous semble plus vertueux, plus pertinent, plus écologique, plus durable. Et bien sûr, on peut faire toutes sortes de bâtiments. Notre ressource, c'est une ressource qui est très disponible en France. La France, c'est le 5e producteur mondial de paille de blé. C'est le premier européen. Et nous, on s'appuie sur la paille qui est un coproduit de cette ressource disponible sur tout le territoire français. C'est un produit qui stocke le carbone. On est l'isolant qui a la meilleure capacité de stockage de carbone aujourd'hui. Il est économique, il est disponible, il est recyclable. Il correspond à l'ARE 2020 et sans doute à l'ARE 30. Je me rappelle le moniteur qui m'interviewait il y a quelques mois en me demandant ce que l'ARE 2020 avait changé dans ma pratique. Et moi, je lui ai répondu que je faisais de l'ARE 2020 depuis 2005 à peu près. Donc absolument rien et que je suis prêt pour les prochaines. La construction neuve, c'est compatible avec la construction bois, très clairement. On s'appuie sur le DTU 31.2. Un avantage peut-être, c'est qu'on est aussi en capacité de fournir des supports d'enduit géosourcés. Donc ça peut aussi répondre à la demande biosourcée, géosourcée et cette interfilière là qui est en train de se mettre en place. On sait que le bâtiment en 2030 sera effectivement du hors-site, mais sera biosourcé et géosourcé. Donc nous on est prêts. À vous de jouer. C'est aussi une capacité de répondre sur la rénovation hors site en s'appuyant sur le DTU 31.4 et là encore on s'appuie sur les compétences de nos amis boiseux. Ici vous avez un exemple de l'ancien siège social de Canal+, il me semble, qui a été déconstruit en partie et remonté avec des façades rapportées en ossature bois isolée en botte de paille. Donc pareil, on est tout à fait en capacité de suivre nos amis charpentiers et autres sur ce genre de sujet. Bien sûr, la botte de paille n'est pas complètement adaptée au monde industriel qui nous attend ou pas, je ne sais pas, c'est des grands débats. Et on a des acteurs qui se mettent en place pour répondre avec de la botte à façon plus adaptée aux contraintes du charpentier, des panneaux de paille avec des formats différents, de la paille hachée qui permettra de souffler de l'isolant biosourcé dans les ossatures directement, et enfin fabrication ou préfabrication d'enduits hors site pour pouvoir faciliter la mise en œuvre d'enduits géosourcés sur nos ossatures bois. Voilà. Merci. Je vais essayer avec ce micro, oui ça marche. Merci pour ces présentations, on y voit un petit peu plus clair. On voulait également vous poser la question, puisqu'on fait le lien entre biosourcé et hors-site. Quel est pour vous l'avantage du hors-site? Comment le hors-site vous a permis de mieux mettre en valeur, de mieux mettre en œuvre le matériau de prédilection que vous utilisez chacun? On peut peut-être commencer par le chanvre pour garder cet ordre. Arthur, voilà, comment le hors-site vous a permis de faire ça? Et peut-être très techniquement, comment vous avez dû adapter l'outil à ce matériau hors-site, à ce matériau chanvre dans un outil hors site? Alors les deux matériaux existaient déjà, en fait on est des assembleurs de technologie. L'idée c'est que le hors site a clairement permis,
Enfin, c'est l'avis que j'en ai en tant que charpentier, qui était très très loin de la filière humide que peut être le béton. Ça a permis de sécuriser la principale problématique de ce matériau, c'est-à-dire que la projection in situ nécessite un encadrement très précis en termes de température, il y a des laps de temps sur lesquels on peut projeter, et on va sortir complètement de ces problématiques-là. On peut avoir une production en continu de béton de chanvre réglé au gramme près, qui n'a pas l'incidence d'avoir les intempéries, qui n'a pas l'incidence d'avoir la gestion des stocks, etc. Parce que quand on va faire du béton de chanvre, c'est un matériau qui, la chaîne VOT, c'est 100 kg par mètre cube. Donc je vous laisse imaginer le nombre de camions qu'il faut faire pour faire un bâtiment comme celui du SINA, par exemple. Donc ça a vraiment permis de simplifier la gestion de cette problématique qu'était le séchage, dont le béton de chanvre avait cruellement besoin pour aller sur des marchés comme le logement. Le logement reste quand même un peu notre fer de lance. Aujourd'hui, on fait à peu près 80% de logements. C'est des marchés qui sont très tendus, qui doivent aller vite. Et donc, si on voulait les faire en béton de chanvre, clairement, il fallait répondre avec cette technique de hors-site. Ça nous a permis aussi de monter en compétence sur la connaissance pragmatique sur le matériau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir booster cette compétence étant donné que on fait du prélèvement, on fait du suivi, on a monté en qualité parce qu'on a un système de PAQ, choses qui sont très très complexes à mettre en place sur chantier et qui sont clairement pas adaptées. La deuxième, on va dire l'autre deuxième paire de lance, c'est la compétence. Aujourd'hui, des maçons qui savent faire du béton de chanvre, je vous défie d'en trouver dans votre entourage. C'est très 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 compliqué à trouver. Et donc dans une année comme l'année 2023 où c'est très tendu, chaque été on cherche des dizaines et des dizaines de profils pour compléter nos ateliers de production, et le hors-site il permet d'aller chercher des gens qu'on a marre d'aller à Paris en l'occurrence, et qui ne sont pas forcément charpentiers, maçons. On peut vraiment aller chercher des compétences beaucoup plus ciblées, étant donné qu'on a plus une dynamique de poste. Et donc agrandir la masse salariale et continuer de booster notre capacité à faire sans pour autant aller chercher de la formation initiale. On ne forme pas plus d'apprentis qu'avant, on en forme un peu plus, mais on n'en forme pas beaucoup plus. C'est plus facile aussi pour les reconversions professionnelles, donc il y a un vrai gisement de main-d'œuvre sur lequel on peut plus se statuer, on va dire, que quand on va chercher des compagnons pour intervenir in situ. Ok, merci beaucoup et c'est très clair. Donc optimiser l'usage du matériau en base, améliorer aussi sa mise en œuvre et ouvrir aux compétences, hein, c'est un peu ça ce qu'on entend dans ce que vous dites. Est-ce que pour vous, côté SLVA, qui allait très loin dans le hors-site, puisqu'on est sur des modules 3D, est-ce que vous avez, vous, trouvé avec cet outil du hors-site des manières de mieux mettre en œuvre le bois par rapport à une mise en œuvre classique 2D de charpente? Qu'est-ce que ça a permis d'améliorer? En fait, en travaillant en hors-site, on a pu améliorer en fait certaines jonctions entre les planchers, les dalles et les murs, puisqu'on n'a pas besoin de les transporter séparément, puisqu'on les transporte ensemble au sein d'un morceau de bâtiment, donc le module. Et donc, ça nous permet d'optimiser un certain nombre de jonctions mécaniques que l'on a à faire pour répondre aux problématiques de résistance mécanique des bâtiments, au vent, au séisme, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, le bois s'adapte particulièrement bien au hors-site parce que du coup, c'est une filière sèche. Donc il y a très peu de temps de séchage. Donc dans l'assemblage du bois, il n'y a pas de temps de séchage. Et au final, les seuls temps de séchage que l'on a dans nos bâtiments, c'est les joints qu'on fait sur les plaques de plâtre. C'est la seule chose qui est en filière humide. Et donc c'est le seul moment où on a besoin d'attendre, voire de faire plusieurs passes sur plusieurs jours. Donc le bois en lui-même est très adapté à la construction, à la préfabrication de bâtiments. Et pour la raison également qu'il est extrêmement souple au niveau des assemblages et qui permet justement d'encaisser d'une certaine façon les vibrations et les chocs qui sont liés au transport, puisqu'on fabrique des bâtiments en fin de compte qui commencent en fait leur vie par un petit tremblement de terre au moment où ils sont transportés, que le camion passe sur un dodane ou qu'il y a un trou sur l'autoroute, et bien forcément il y a pas mal de chocs et le bâtiment doit être déjà construit et conçu pour résister à ces chocs-là. Donc voilà, pour ça le bois s'adapte formidablement bien puisqu'il résiste très bien à tout ce qui est vibratoire et tout ce qui est mécanique. Merci, ouais, c'est très clair. Est-ce que pour la paille, vous retrouvez aussi dans ces éléments, est-ce que par rapport à une mise en œuvre classique, on va dire sur site, qu'est-ce que le hors-site vous apporte aujourd'hui ?
Alors nous, dans la construction paille, on a toujours voulu mettre en avant la compétence humaine avant le matériau, entre guillemets, et du coup, ce qui nous intéressait, c'était tout ce qui était lié à sa mise en œuvre. La construction hors site, alors il y a la légèreté, il y a la vitesse d'intervention, il y a le temps masqué, vous en avez déjà bien parlé. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le hors site, c'est mettre les gars à l'abri. C'est des moments où ils ne sont pas aux intempéries, c'est des moments où ils ne sont pas sous la chaleur, c'est des moments où ils sont pas... bref, ils ont une vie qui est meilleure et ils vivent plus longtemps, donc c'est déjà intéressant à ce niveau-là. Du point de vue de la compétence, moi, dans mon cas particulier à Bâti-Nature, on cherche plutôt à valoriser... alors d'abord, c'est mes coopérants, donc si je ne fais pas ce qu'ils veulent, ils me virent. Donc j'ai un peu la pression. Donc on fait en sorte que, au contraire, ils soient qu'on les monte énormément en compétences. Donc ce qu'on veut, c'est des gens qui sont polyvalents, qui aiment ce qu'ils font, qui ont choisi leur métier, qui se montent en formation et qui à la fin, à mon avis, font un travail plus épanouissant et pareil, on a moins de turnover, on a moins de difficultés à trouver des gens pour venir bosser avec nous. On vend un produit qui fait un peu rêver dans le monde du bâtiment, on a une qualité de vie au travail qui est importante et la préfabrication, elle amène aussi ce côté sécurité, ce côté qualité de vie au travail. Je trouve que c'est déjà pas mal. Concernant le matériau, c'est un matériau, comme tous les matériaux biosourcés, son principal risque, c'est la réhumidification. Travail hors site, c'est limiter le temps d'exposition aux intempéries. Et donc, c'est de la qualité de ce point de vue-là aussi. Ok, très clair, merci. Donc remettre l'humain au centre et valoriser les matériaux, c'est un peu ce qu'on peut retenir là, de vos interventions. Est-ce qu'on peut se dire également s'il y a eu des difficultés peut-être dans la mise en œuvre des matériaux, en tout cas dans la mise en place du système hors site lié à votre matériau? On vous laisse peut-être Maël commencer, vous avez le micro. Est-ce qu'il y a eu des obstacles qui soient techniques, réglementaires, voilà, humains? Des obstacles, il y en a plein, mais c'est notre métier d'y répondre. Il y avait des obstacles réglementaires, mais le réseau français de la construction paille, par toute sa bande de bénévoles et de joyeux lurons, a largement contribué à les lever, avec la mise en œuvre des règles pro. Il a fallu convaincre aussi tout le monde de l'agriculture qu'on n'allait pas leur prendre la botte de paille dont ils avaient besoin sur d'autres usages, et on a pu démontrer qu'on avait largement de quoi coopérer sans aucune concurrence d'usage. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes et c'était les premiers freins. Aujourd'hui, je pense que le premier frein, c'est le choix entre un produit qui est très industrialisé et qui du coup a pour moi encore beaucoup d'impact, et un produit qui est faiblement industrialisé et beaucoup mis en œuvre par des humains et qui du coup, à mon avis, écologiquement aura beaucoup moins d'impact, mais sera quasiment impossible à mettre en concurrence financière par rapport à un projet pour résultat égal, on va payer beaucoup plus cher un matériau biosourcé très transformé par des humains par rapport à un matériau conventionnel très transformé industriellement. Et ça, pour moi, c'est le principal frein qu'on a aujourd'hui pour avancer et pour faire de la construction paille au kilomètre. Merci, oui. On entend ces freins financiers aujourd'hui, même si on peut se dire que le matériau en base est moins cher a priori qu'un matériau déjà transformé. Chez vous, pour vous, chez Salvéa, alors je parlerai effectivement de deux freins qu'on a constatés. Le premier, le sénateur Salmon en parlait tout à l'heure, c'est le problème de la niche. C'est que en fait, on est vraiment, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, vraiment, on est dans une petite niche. D'accord ? Alors dès qu'on voit un os à ronger, on sort de la niche, on va manger notre os. Et puis après, il n'y a plus rien à ranger, il faut rentrer dans la niche et puis attendre. Et ça coûte très cher d'attendre. Voilà. Donc on n'est pas du tout encore aujourd'hui au stade de l'industrialisation dont on rêve tous depuis 10-15 ans. On n'en est pas là. Hein. Voilà, moi en 15 ans, la boîte, elle fait 60 personnes, donc autant dire rien. Donc c'est pas les 60 personnes qui sont rien, hein. Croyez-moi, ils travaillent ardemment et franchement, on peut être très fier d'eux, mais voilà, ça représente rien dans l'océan en fait du monde de la construction en France aujourd'hui, et malgré des millions d'euros qui ont été dépensés par des confrères depuis 15 ans, ils sont tous quasiment cassés la figure. Parce que justement, il y a ce problème de niche qui fait qu'un jour il y a du boulot, un jour il n'y a pas de boulot, et que quand on dimensionne une usine pour faire 200 maisons par an,
et ben à la fin de l'année, si on en a fait 50, ben forcément, il y a des dotations aux amortissements qui plombent les comptes de l'entreprise. Et si on est capable de tenir 2, 3 ans, 4 ans, au bout de 5 ans, on met la clé sous la porte. C'est malheureusement ce qui s'est passé dans notre milieu depuis 15 ans. Donc si on veut aller plus loin, il faut vraiment sortir de la niche. Voilà. Ça, c'est le premier point, quoi. Après, oui, des contraintes, on en a tous les jours. Notre métier, effectivement, c'est de les lever. C'est quand même très compliqué de sortir des projets en France. On voit, nombre de projets qui se décalent dans le temps parce qu'il y a des problèmes administratifs, des problèmes de PC, des problèmes de bureau de contrôle, des problèmes de réglementation qui changent en permanence, etc. Alors c'est notre lot quotidien, on sait affronter ça, mais c'est quand même très compliqué. Quand on voit, nous, le mal qu'ont nos maîtres d'ouvrage, nos clients, à faire aboutir leurs projets, on se dit, mais on est fou, quoi. On est fou. Et on est vraiment là-dedans, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui participe énormément à cet effet de niche, puisque les projets, on essaye de les faire avancer, puis finalement, ils sont décalés de 6 mois quand c'est pas d'un an, etc. Et ça crée en fait des perturbations très importantes dans les plannings, et donc ces problématiques de rentabilité que l'on constate dans les entreprises du hors-site. Voilà. Merci, ouais. Donc c'est vrai que la confrontation entre le monde du bâtiment et tous ces ajustements et le monde de l'industrie, même si on est dans de l'artisanat plutôt à grande échelle, on voit que la problématique de lisser un flux de production, c'est très important d'avoir une visibilité aussi sur les commandes, puisqu'on raisonne aujourd'hui au projet, et c'est pas évident. Est-ce que chez vous, Arthur, chez Wallup, vous retrouvez ces difficultés, d'autres peut-être? Je vais pas marteler les mêmes choses, mais je pense qu'on partage tous un peu les mêmes difficultés. En effet, d'ailleurs, il y a un comparatif qui était intéressant, qui a été fait tout à l'heure vis-à-vis de la filière de la construction automobile. Alors évidemment, si on comparait les chiffres d'affaires, je pense que c'est l'inverse. Donc ça montre bien en effet qu'on est plutôt des industries. J'aime bien utiliser le mot industrie d'excellence parce que c'est la main qui transforme. Au profit de l'industrie automobile où le robot transforme. Alors qui sait, un jour on arrivera jusqu'à ce niveau-là. Mais en effet, c'est la commande. C'est la commande qui permet de sécuriser des années, des sociétés, qui permet de sécuriser des investissements. Aujourd'hui, on nous demande de booster notre capacité à certifier nos produits pour construire plus haut, plus fort, plus grand. Clairement, pour sortir de la niche de je construis des maisons individuelles pour des gens qui sont initiés. Mais pour ce faire, eh bien, évidemment, il faut des moyens, il faut de la structuration. Et c'est un jeu, en effet, qui peut être dangereux et qui peut coûter cher à des PME. Donc la principale problématique va résider là-dedans. Va résider entre le mélange entre la commande, enfin l'inertie de commande plutôt, et le moment où on est censé avoir la certification qui nous permet d'obtenir la commande. Donc il y a un peu un jeu de pari éternel. Ça fait beaucoup de plaintes, je trouve, pour. J'espère que la prochaine question ramènera plutôt du positif. Alors voilà, ouais. Mais en effet. Non, mais tout à fait. Juste pour terminer sur une petite note positive, en un mot, aujourd'hui, puisqu'on est voilà, ici, il y a des lois qui sont faites, peut-être qu'on peut arranger les choses. Quel serait votre idéal pour pouvoir transformer, pour pouvoir aller plus loin avec votre procédé? Mon idéal, et je pense l'idéal de la filière des biosourcés, c'est plus de prescription. C'est une responsabilisation par la prescription. Soyons fiers de ce qu'on fait, soyons fiers de nos territoires, de nos ressources, de nos gisements. Et je pense que l'État et tous les acteurs qu'il représente ont un devoir de prescription de ces matériaux-là, tout en restant dans les fourches habituelles de la consultation publique, dans tout ce qui fonctionne bien vis-à-vis juridique. Donc, plus de prescription. C'est le VA pour... Vous rejoignez? Je pense que tout à l'heure, on parlait en fait de situation nationale. Effectivement, on a la capacité en France, avec les matériaux dont on dispose dans nos forêts, avec les matériaux dont on peut récolter en fait dans les champs, pour le chanvre, la paille, etc. On a la possibilité d'être beaucoup plus autonome et souverain, comme on le disait tout à l'heure. C'est possible. C'est possible. Alors il ne faut pas retomber dans le tort inverse de se dire c'est possible et c'est illimité. Non, c'est pas illimité, hein, attention, mais c'est possible d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on va aujourd'hui. On l'a tous prouvé de par les réglementations qu'on a réussi à faire évoluer et de par les travaux, les constructions que l'on fait. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut réussir à simplifier, à avoir des réglementations qui soient beaucoup plus stables. Et par exemple, au niveau des avis techniques, au niveau des produits qu'on peut utiliser, aujourd'hui, on a des choses qui tombent du jour au lendemain, on n'est même pas averti et on ne peut plus utiliser d'un coup tel ou tel produit. Et c'est des choses qui sont beaucoup trop volatiles, beaucoup trop variables. Aujourd'hui, on a besoin de stabilité. De la visibilité.
C'est moi le mot de conclusion là? En quelque sorte, oui. Ah, c'est dur. Soyons Ouais, positifs. moi je suis assez d'accord avec mes collègues. On a besoin de visibilité. Pour la filière paille, on a surtout besoin de financement. En fait, toutes les filières dont on a parlé avant s'autofinancent, soit parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt à investir dans ces filières, que ce soit pour le bois, pour le chanvre. Et la filière paille, elle, n'a pas ce financement. Et donc on fait tout à coup de bénévolat, à coup de subventions qu'on va chercher à droite à gauche. Et clairement, c'est ce qui nous manque le plus pour massifier, pour répondre aux enjeux de demain. On en a parlé, vous en avez largement parlé en début. Je pense qu'on est la filière qui a développé le plus avec le moins de moyens. Enfin, s'il y a un endroit où il faut mettre des sous, c'est un appel du pied. C'est dans la filière paille, hein. On espère que ça sera entendu. En tout cas, merci. Vous avez témoigné que c'est possible de travailler des matériaux hors site, biosourcés. Et voilà, ça demande qu'à être développé, hein. C'est ce qu'on retiendra, je pense. Merci à tous. On passe la parole à la table suivante.